Ouais, ça, on est passé à ça. Après, les trucs, on les deux souvenirs, mais bon, on va les Alors, n'oubliez pas de couper votre micro, s'il vous plaît. Et voilà, il est 13h, donc je vous propose de commencer. Bienvenue à tous, bonjour. Je suis Élodie Textier. Je suis membre du bureau de Une fonction publique pour une transition écologique qui organise ce webinaire. FPTE, je vais l'appeler par son petit nom, c'est un réseau d'agents publics des 3 fonctions publiques qui sont déjà engagés pour une transition écologique dans le cadre professionnel et qui cherchent à aller plus loin, s'entraider, échanger pour voir comment on peut aller plus loin, plus vite ensemble. Donc, ce travail autour des récits, ça nous a semblé être quelque chose d'utile. Voilà. Pourquoi on le fait? Parce que on s'est dit, ben, ouais, vous voyez qu'on a de nombreux messages de toutes parts, notamment des scientifiques qui nous alertent sur la situation, sur la nécessité de changer. D'ailleurs, il y a encore une actualité avec la COP climat qui a commencé hier. Et malheureusement, on peut constater la lenteur de ces changements, de ces transformations qu'on attend, qu'on souhaite ou pour lesquelles on agit. Et il nous semble qu'une des clés, c'est qu'en fait, on ne sait pas trop où on va. C'est difficile d'imaginer ce que c'est que le point d'arrivée de la transition écologique. C'est beaucoup plus facile d'envisager un statu quo, même si on sait que c'est pas possible, ou la fin du monde. Voilà. Et, le truc entre les deux, on ne sait pas bien faire. Donc, ce qu'on s'est dit avec l'équipe qui a organisé 3 webinaires, parce que là, vous êtes devant le premier, qui va vous présenter des outils, et que peut-être qu'on pourrait explorer ce sujet entre agents publics, mais pas seulement. Il y a quelques personnes je vais dire, de l'extérieur, mais voilà, on est ouvert. On pense que de toute façon, il faut travailler tous ensemble pour ce challenge. Et donc, pour ce webinaire-là, l'idée, c'est de vous donner des outils. Alors, il y en a beaucoup, mais là, on en a choisi 2. 2 types d'outils pour imaginer ce scénario. Alors, vous prenez le vocabulaire que vous voulez, souhaitable, recherché, écologique, soutenable, etc. En tout cas, connecté à la transition écologique. Le 2e webinaire sera sur les scénarios. Le 3e sera un témoignage de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Et donc, pour aujourd'hui, pardon. Pour aujourd'hui, on a 2 invités. Chacun aura 20 minutes pour s'exprimer. Je leur poserai quelques questions. Et puis ensuite, c'est vous qui pourrez vous exprimer. Vous aurez 15 minutes pour un échange de questions-réponses. Et on terminera par une petite conclusion. Donc, ne partez pas avant la fin. Il y aura une petite surprise. Je termine en disant que ce webinaire est enregistré. Donc, il y aura un replay que vous avez la possibilité d'écrire tout au long de la séance dans le clavardage. J'ai une co-animatrice qui est dans la salle, c'est Céline. Voilà, elle lève la main. Coucou Céline. Et donc, elle relaiera vos questions quand ce sera le moment. N'hésitez pas à vous exprimer et même à partager des ressources ou des idées, ce que ça vous inspire. On souhaite vraiment que ce temps soit un temps de partage aussi. Et puis, voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc, on va passer à notre premier intervenant que je vais accueillir. Donc, vous êtes Julien Vidal. Julien, vous avez créé une plateforme. Ça commence par moi. Non, c'est pas ça. Si, excusez-moi. En fait, j'ai pas mes notes. Bonjour. Je suis désolée. Donc, Julien Vidal, vous avez donc créé une plateforme sur laquelle il y a des outils. Voilà. Et maintenant, il y a des gens qui arrivent, ça sonne à la porte. C'est ce qu'on appelle un bon timing, c'est ça? Je vous laisse vous présenter. On va faire ça.
Elodie, bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours très précieux de pouvoir parler de ces sujets. Et donc, je suis toujours très reconnaissant à la fois qu'on me donne la possibilité d'évoquer ces questions. Les questions des récits, notamment, qui reviennent de plus en plus et derrière laquelle on peut un peu tout mettre, mais aussi pas mettre grand-chose, avec en plus des notions autant de fond que de forme. Comme le disait Elodie, en 2016-2017, j'ai lancé une plateforme intitulée Ça commence par moi, après une première vie professionnelle en tant que coordinateur de projet de développement en Colombie et aux Philippines. Et sur place, je me suis rendu compte que si les questions de développement, de solidarité internationale étaient des questions cruciales de notre 21e siècle, elles allaient être largement aggravées et dépassées par les questions écologiques et que là, en l'occurrence, les batailles se jouaient, et excusez-moi pour ce vocabulaire un peu garé, mais les batailles se jouaient plutôt en Occident que dans les pays directement déjà en proie au dérèglement du climat, qui malheureusement, elles, en fait, subissent les conséquences, mais ne sont pas vraiment, même au contraire, assez loin de ça, directement à la cause, à la racine de ces transformations du monde et du dépassement des équilibres du système Terre. Donc, en rentrant en France, j'ai voulu, et d'une, montrer à quel point nous, les citoyens, on pouvait dépasser cet état des lieux un peu défaitiste, culpabilisant de tout le temps chercher quelqu'un d'autre sur qui jeter la faute de cette aggravation climatique notamment, mais pas que. Et ensuite, plus j'avançais et plus je me rendais compte à quel point on avait des leviers de transformation qui étaient forts, nous citoyens, même si on ne pouvait pas se surresponsabiliser non plus quant à la transformation de notre société, qu'en plus, on avait la possibilité et sans doute à mon goût, la plus grande de nos actions, mais complètement délaissée, la possibilité de en fait, faire advenir les utopies à partir du moment où on commencerait à les faire exister dans nos esprits, dans nos conversations, puisque comme vous l'avez très justement dit, Élodie, on sait qu'il faut bouger, on sait qu'il faut changer, mais on ne sait pas où on doit aller. Et donc, ça provoque une immobilité qui est là, presque meurtrière à notre époque. Et donc, je me suis lancé dans les voyages utopistes pour me réapproprier les pouvoirs des imaginaires à travers d'abord un podcast intitulé 2030 Glorieuses, dans lequel j'ai, depuis 3 saisons, donné la parole aux personnes qui ne transforment pas la société actuelle, mais qui font vraiment les mondes de demain et qui normalisent de nouvelles manières d'être au monde. Et en fait, à force d'avoir ces échanges avec eux, je me suis rendu compte à quel point il y avait un travail pour réoutiller les Français, les Françaises dans toutes nos échelles, pour justement faire ce jeu des imaginaires qui ont un caractère performatif, on y reviendra si vous voulez, à travers notamment un atelier de voyage en 2030 glorieuse que j'anime aujourd'hui un peu partout et qui est une bonne suite aux fresques, notamment à Fresques du climat dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Voilà. D'accord, merci beaucoup Julien d'avoir remplacé les aboiements. Désolée pour ça. Bravo pour le titre, hein, 2030 glorieuse, c'est enthousiasmant, on a envie d'y être. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter ce jeu, cet atelier, et nous expliquer comment on pourrait, en tant qu'agent du service public, s'en saisir? Oui, absolument. Comme je vous le disais un tout petit peu, en fait, à travers les voyages que je faisais déjà très égoïstement avec ces personnes que j'avais identifiées qui voyageaient en 2030 glorieuse, je me suis rendu compte à quel point on avait vraiment, nous les Français en particulier, hein, on est le peuple le plus pessimiste au monde, euh, jamais appris à faire ce travail de projection, de prospection, euh, en reprenant le pouvoir des imaginaires, et que pourtant, stratégiquement, quand on regarde historiquement les grandes transformations de notre société, on a toujours l'utopie qui est l'étincelle de changement de nos modes de vie. Et donc, si c'est en parlant des suffragettes, si c'est qui ont réussi à démocratiser le droit de vote pour les femmes, si c'est en parlant de ceux qui et celles qui voulaient lutter contre l'esclavage, etc., on avait toujours une radicalité et une volonté de dépasser l'état de fait des sociétés qui, en fait, jouaient sur utilisez le mot de vocabulaire que vous voulez, le pragmatisme, le conservatisme, la raison parfois, la logique souvent, pour dire que c'était comme ça et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Alors qu'en fait, à partir du moment où on voit qu'il y a d'autres manières de faire, alors on peut faire bouger le présent, et c'est exactement la situation dans laquelle on est. On ne peut plus aujourd'hui se contenter de compromis, se contenter de légères altérations de notre mode de vie qui est à transformer dans sa globalité.
et à la fois, on ne sait pas vers où on doit aller. Alors, on s'écharpe beaucoup sur le comment. Et donc, en ce moment, on parle de sobriété, on va parler du nucléaire, on va parler d'économies qui peuvent être faites, on va parler de rénovation énergétique, on va parler de plein de choses. Là, il y a la COP27 maintenant, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 28, j'en perds le chiffre tellement ça devient presque cynique. Et on ne discute jamais de vers quoi. C'était d'ailleurs assez révélateur d'écouter les candidats, quels qu'ils soient, hein, d'ailleurs de tous les bords pendant les élections présidentielles. On avait assez du mal à imaginer quelque chose qui donnerait envie. On a beaucoup agité les peurs, mais on n'arrive pas à faire envie. Et comme vous le disiez, Elodie, l'idée des 2030 glorieux, c'est de faire envie. Puisque si vous réfléchissez à titre individuel, quand vous avez envie de voyager, quand vous avez envie de vous déplacer, quand vous avez envie de changer de projet, pourquoi pas professionnel, personnel, de lieu de vie, etc., etc., il y a toujours le rêve qui accompagne le mouvement parce que vous en avez entendu parler je sais pas, dans un magazine, vous avez vu un super documentaire, c'est des proches qui vous ont parlé à quel point un voyage, une rencontre, un nouveau projet les a enthousiasmés et c'est parce que vous le faites exister dans votre cerveau et dans votre esprit, que alors vous allez vous mettre en mouvement et puis ensuite dépasser tous les aspects logistiques, notamment du voyage. Et nous, malheureusement, en tant que Français, quelle que soit notre échelle, hein, et vous, dans la vôtre, c'est encore plus, je pense, marquant. On n'a pas d'espace, on n'a jamais été formé pour discuter de tout ce qu'on avait à gagner, pour jouer aux jeux auxquels on jouait quand on était enfant et qu'on se disait « et si ?» Et quand on serait grand, à quoi ressemblerait notre vie si tout était possible? C'est Patrick Vivray, qui est un philosophe, qui nous dit qu'il est temps de faire advenir nos rêves et d'en faire des stratégies, en fait, de prendre nos rêves, pardon, et d'en faire des stratégies. Et l'idée, c'est exactement celle-ci. Plutôt que de partir de toutes nos peurs et d'essayer au minimum de les évacuer, de les réduire et d'en faire en réalité des prophéties autoréalisatrices, l'idée, là, c'est de faire l'inverse, de voir tout ce qu'on aurait à gagner. C'est Dominique Méda, hein, dans une tribune dans Le Monde, qui parlait de toutes les nouvelles abondances qui pouvaient nous attendre, juste après que le président ait pris la parole en parlant de la fin de l'abondance et de la fin de l'insouciance. Vous vous en souvenez peut-être. Et donc, dans ce cas-là, de cette société avec des croissances, il y a tout intérêt à les imaginer, ces croissances, pour ensuite qu'on s'y dirige et qu'en plus, on arrive à faire en sorte que ces modes de vie plus durables, plus solidaires, qui commencent à exister ça et là, et ça, c'est ma trouvaille des 2030 glorieuses, parce qu'il n'y a rien à inventer, en fait, c'est juste une question de les faire changer d'échelle et de les réadapter sur le territoire. Ben, la question, c'est comment on réussit à le massifier et donc comment on réussit à le rendre vraiment désirable. Et donc, pour répondre à votre question, Elodie, et désolé pour cette légère contextualisation, mais l'idée, c'est de mettre autour d'une table des gens en soucoupe volante de 5 à 10 personnes, qui peut être multipliée par la taille de la salle et la logistique qui s'offre aux personnes qui organisent. Pour l'exemple, j'ai déjà animé dans des cercles des jeunes dirigeants des ateliers de voyage en 2030 glorieuse tout seul pour plus de 150 personnes, et de leur permettre comme ça, du micro jusqu'au macro, par la simple conversation, le pouvoir de l'imagination, mais aussi l'intelligence collective de ces soucoupes volantes, imaginer grâce à des questions clés qui vont vraiment du individuel au collectif, comment en fait on aurait réussi à vivre des vies qui soient plus lentes, plus douces, plus créatives, plus généreuses, et petit à petit à le matérialiser sur notre rapport au temps, notre rapport à l'argent, notre rapport à l'alimentation, se célébrer, nous les citoyens qui avons été des étincelles de ces changements, et puis petit à petit indiquer aussi comment les entreprises, les dirigeants politiques auraient pu réussir à se mettre à la hauteur de ces enjeux. Une fois qu'on a joué à ce jeu de « et si », où tout est possible, et on arrête d'utiliser justement le « oui mais » et on utilise le « et si », alors dans le deuxième temps de l'atelier, moi j'arrive avec des cadeaux qui sont des oracles cumulés de tous les voyages que j'ai fait en 2030 glorieuse, qui dans 10 thématiques françaises montrent une centaine d'alternatives à nos modes de vie, qui serait largement démocratisé dans ce que j'appelle les 2030 glorieuses et qui, en fait, et je vous divulgage la fin, sont déjà existantes en 2022, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, pour nous faire aussi changer de regard quant à ces modes de vie, ces jours heureux dont on parle beaucoup, dont on a l'impression parfois que tout est à créer, alors qu'en fait, tout est là. Il y a juste à les faire changer d'échelle. Je l'ai déjà dit, mais c'est tellement important que j'insiste. Et donc là, les gens jouent avec ces oracles, jouent avec ces alternatives, essayent d'élaborer un top 3 le plus efficace, le plus empuissantant, le plus pertinent, sur lequel en fait on devrait se concentrer dès 2022. Et de retour en 2022, individuellement, on prend devant
notre sous-groupe, un engagement pour continuer à avancer vers ces 2030 glorieuses et faire que nous, avec les leviers qui s'offrent à nous, professionnellement, individuellement, politiquement, collectivement, etc., on puisse les faire advenir le plus rapidement possible, ces 2030 glorieuses. C'est un atelier que j'ai fait dans pas mal d'espaces différents. Notamment pour une commune qui s'appelle Saint-Julien-en-Genevois, à la limite de la Suisse, où on a eu plus de 80 personnes qui étaient là, et c'était assez touchant parce qu'il y avait des petits-enfants, des enfants, des grands-parents, et les conversations de 8 à 88 ans étaient vraiment bienveillantes, enthousiasmantes. Les jeunes, forcément, apportaient de la naïveté et de l'intransigeance aussi. Les anciens essayaient de cadrer tout ça, tout en sachant qu'eux, ils avaient besoin de se mettre au service de ces modes de vie parce que ça les terrifiait de laisser la planète dans l'état dans lequel elle était. Et donc, pour une commune qui cherche à justement renforcer les capacités d'action de leurs citoyens à travers d'abord le rêve, puis ensuite tout un tas de processus pour transformer la commune dans ce sens-là, l'idée de faire émerger ces 2030 glorieuses, ça crée une base en commun, ça crée un terreau aussi qui va venir nourrir les initiatives de chacun et de chacune en se disant « alors c'est possible ». Et donc, puisque c'est possible, ça sera d'autant plus réalisable que d'imaginer qu'en fait, tout va être compliqué, tout va être difficile et potentiellement en plus inutile. Voilà l'impact est de 2030 glorieuses. On ne vous entend pas, Elodie, il y a le micro qui est coupé. Et donc, merci pour ce premier regard sur cet outil. Et donc, comment est-ce que donc, vous l'avez déjà utilisé dans un cadre de service public? Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment, et nous, ben voilà, on est fonctionnaire ou contractuel dans un service, donc ça peut être toutes sortes de choses, hein, une administration, un hôpital. Comment on peut faire ça? Comment on peut aller vers les 2030 glorieuses? Je l'ai bien détourné et ça a été une conversation fructueuse qu'on a lancée, par exemple, aux hospices civils de Lyon pour les étudiants qui étaient de plus en plus désireux d'être mobilisés et éduqués sur ces questions d'enjeux écologiques, mais aussi d'utopie et de transformation des métiers, de notre relation au vivant. Je vous le disais, il y a de plus en plus de communes aussi, de dirigeants politiques qui ont envie, avec le grand public, de créer ces espaces de conversation pour enrichir ensuite leur politique du quotidien. Mais il y a aussi de plus en plus de groupements qui, à leur échelle, dans leur bureau, dans leur département, s'outillent et donc utilisent ces outils pour avoir d'abord une conversation en interne et soit s'aligner, soit créer des valeurs en commun, partager des idées pour faire en sorte que individuellement puis collectivement, à l'échelle d'une structure, on ait cette idée des 2030 glorieuses, cette idée du pouvoir des imaginaires. Ça fait 3 ans maintenant que l'outil existe et je pourrais dire, pour répondre à votre question, Elodie, qu'on l'utilise de 3 manières différentes. Il y a des personnes qui sont convaincues de ces enjeux et peut-être que si vous êtes avec nous là sur ce créneau-là, c'est le cas. Et du coup, vous voulez en parler aux gens autour de vous, hein, que ce soit vos collègues de travail, votre entourage, vous êtes dans une association, vous avez une mission bénévole dans une école, je ne sais pas. Mais vous avez envie d'avoir un prétexte qui va vous permettre d'avoir ces conversations vertueuses sur lesquels, malheureusement, jusqu'à présent, vous butez au-delà du premier obstacle parce que, parler du changement de mode de vie, ça peut être connoté très politiquement. C'est des conversations qui existent parfois depuis des dizaines d'années et qui font face à des idées reçues parfois un peu difficiles. Et donc, ce jeu est un formidable prétexte pour recréer un espace de conversation qui est, lui, beaucoup plus vertueux parce que sans vouloir arriver en disant on va tous mourir, la 6e extinction des espèces, les 4 degrés en plus à horizon 2100, qu'est-ce qu'on fait? Là, on parle plutôt de cette idée des 2030 glorieuses derrière lesquelles on met un peu d'abord ce qu'on veut. Alors au début, peut-être que pour des gens, ça va être la suraccumulation qui caractérise notre société, mais très vite, en fait, on en vient à la relation avec les autres, la relation avec la nature, la relation avec nous-mêmes, se réapproprier son temps, son sens, ses rêves d'enfant. Et donc là, ça permet vraiment d'ouvrir pas mal de fenêtres et de portes sur ces conversations et de se rendre compte qu'on a beaucoup plus en commun sur ces sujets que ce qu'on pense. La deuxième
possibilité, c'est pour des personnes qui justement ont envie de stratégiquement se lancer et qui ont peur de se perdre sur le comment et ont envie de vraiment définir le vers où et le pourquoi et de créer cette envie-là en commun, d'utiliser cet atelier pour se dire, bon, voilà, pour nous, les 2030 glorieuses, c'est quoi? On les caractérise, on les contextualise, on leur donne une texture, une couleur. Et ensuite, ces caps-là, qui ne sont pas en fait des destinations qu'on va un jour atteindre, mais au contraire des caps qui sont à remettre à jour presque assez régulièrement, derrière, ils nous permettent de lever la tête de temps en temps quand on a besoin d'énergie, quand on a besoin de stratégie pour agir beaucoup plus efficacement dans le présent. Et un dernier, je sais que c'est souvent aussi comme ça qu'on utilise, et d'ailleurs, je vais aller cet après-midi à Lyon à l'Alternatibar, qui est la maison des alternatives de l'association Alternatiba, où là, il y a beaucoup d'engagés, de bénévoles, de militants qui, de temps en temps, sont un peu, affectés par la lenteur de nos organisations à se mettre enfin à la hauteur des sujets écologiques, puisque vous le savez peut-être, mais je vous le rappelle, pour l'instant, l'État français agit moitié moins vite que ce qu'il devrait pour tenir nos engagements de la COP21. Et donc, du coup, on peut de temps en temps se laisser un peu aller au pessimisme. Et ces 2030 glorieux, c'est un peu pour moi la découverte de l'énergie infinie. Puisque quand on redonne de la place aux utopies dans nos vies, alors on se rend compte que oui, il y a plein de choses qui sont possibles et que ce n'est jamais trop tard pour agir. C'est ce qui fait le sel de l'humanité. En fait, on est tout à fait incapable d'agir en anticipant, mais on est imprévisible aussi parfois dans le bon sens du terme. Et parce qu'on fait exister ces utopies, on se le rappelle et on se redonne du cœur à l'ouvrage pour agir. Donc, il y a ces trois leviers-là. Et après, ça peut être fait de manière beaucoup plus logistique avec des groupes à partir de 5 personnes. Donc, si vous avez une petite équipe de 5, 10, 15, 20, 30, 50. Et attention, Pauline, je vois que voilà, votre micro était ouvert depuis tout à l'heure et ça y est, vous l'avez fermé, merci. Donc, si vous êtes 5, 10, 15, 20 et beaucoup plus, soit vous vous sentez parce que vous avez déjà animé des ateliers, des fresques et vous savez que vous saurez gérer cette dynamique-là, soit vous me contactez directement pour que soit je me déplace, soit on fasse appel à des bénévoles de l'association Ça commence par moi, puisque le modèle du voyage en 2030 glorieux se fait comme le modèle de la fresque, notamment du climat, et donc il y a de plus en plus de personnes qui sont formées pour pouvoir animer un voyage en 2030 glorieuse. Merci beaucoup, Julien. C'est parfait, on va respecter le timing. Merci Élodie. Est-ce que 2030 Glorious, c'est un jeu de plateau, hein, c'est ça? J'ai pas entendu Élodie, pardon. 2030 Glorious, c'est un jeu de plateau. Oui, voilà, exactement. C'est un guide à la conversation. Donc, il y a une carte qui se déplie, il y a des oracles, il y a plein de choses. C'est très coloré, c'est beau, c'est fait par des artistes lyonnais. Et après, en termes de logistique, il y a besoin d'une table et de chaises. Donc, ça peut venir hacker la table de réunion ou l'apéro entre amis. Enfin, vraiment, il y a juste besoin, si je peux le dire comme ça, d'un espace où déposer un peu tous ces outils, d'une bonne heure et demie devant soi, et puis derrière, de l'engouement qui va justifier le fait pendant 1 heure et demie d'arrêter d'être français et donc d'être optimiste et d'arrêter de parler en commençant nos phrases par oui mais, puisque ça c'est vraiment, si à chaque fois que j'entendais quelqu'un qui me disait oui sur le futur mais et qu'on m'avait donné 1 euro, je serais millionnaire, je vous parlerais depuis Las Vegas. Très bien. Merci, vraiment merci beaucoup pour ce témoignage. Je sais que c'est un peu frustrant parce que ça va vite, mais voilà, c'est le format qui veut ça. On va passer aux questions. D'abord, je voudrais juste vérifier, est-ce que Stéphane Labranche est avec nous? J'ai pas l'impression. Voilà, donc bon. Écoutez, moi je propose qu'on commence le temps de questions, ça le fera peut-être arriver. J'ai pas de message, je viens de vérifier, j'ai pas de message d'explication, donc on va espérer qu'il arrive. Peut-être, est-ce que Céline, tu es prête à poser des questions? Oui, et en plus, d'autant qu'Élodie, je continue à meubler comme ça, et je vois qu'il y a 2 personnes qui me posent des questions. Il y a, on me demande si alors attendez, il y a 2 questions qui arrivaient. La première, c'était comment se termine l'atelier? J'y avais un tout petit peu répondu, mais en gros, l'idée, c'était de dire que, en fait, individuellement, en petites soucoupes volantes, parce que vous imaginez qu'on peut avoir des soucoupes volantes multipliées par le nombre de personnes qu'on est. Les soucoupes volantes, c'est 5 à 10 personnes. À la fin de l'atelier, on prend 5 minutes déjà d'introspection pour se dire, bon, voilà, c'est 2030 glorieux, c'est vrai que ça fait longtemps que j'y pense, pas comme ça, mais là, ça me donne envie d'accélérer individuellement parce que je m'étais déjà dit, tiens, il faudrait que je fasse ça, tiens, ça m'intéresse d'aller voir ça, tiens, je devrais lire ça. Et
Et donc là, c'est un nouvel engagement qu'on prend avec soi-même, qu'on partage avec sa soucoupe volante. Et ensuite, on fait un retour de voyage où là, on se remet en groupe en disant ce qui nous a surpris dans les 2030 Glorieuses, ce qui nous a saisi, ce qui nous a enthousiasmé. Et l'idée, c'est voilà, de aussi partager un peu et de se rendre compte à quel point ces 2030 Glorieuses, ce n'est pas vraiment un atelier à faire. Une fois qu'on l'a fait, on a gagné, on a repris le pouvoir des imaginaires. C'est au contraire une mécanique un peu presque de comment, quand on apprend à jouer d'un instrument et qu'on doit se remettre un peu à la régularité dans cet apprentissage. Et donc, on se rend compte que dans les autres conversations, il y a des choses radicalement différentes qui ont existé, des idées complètement novatrices, enthousiasmantes, mais à l'opposé parfois de ce que vous avez discuté. Et que, en fait, il y a la force du collectif qui a un vrai avantage et que ça mérite encore et encore de les mener ces 2030 Glorieuses et que c'est très riche. C'est presque une permaculture des modes de vie. Donc, en général, c'est très foisonnant dans le bon sens du terme, presque bordélique, mais d'un bordélique du vivant qui, en fait, je pense, permet encore plus de résilience. Et Pardon. oui, Elodie, vas-y. Finissez votre phrase, pardon. Il y a Florence qui me demande aussi d'où viennent les contenus de la phase 2. Et donc ça, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'ai presque mené plus de 100 entretiens maintenant en 2030 Glorieuses. Donc, j'ai repris beaucoup d'alternatives, d'exemples, d'inspirations proposées par les personnes auxquelles j'ai donné la parole, qui sont des spécialistes, des experts de leur sujet. Vraiment sur un panel très, très large de la santé aux technologies, sur l'alimentation, sur la démocratie citoyenne, etc. etc. Et puis, moi, j'anime une veille. Maintenant, je mène une veille depuis 5 ans sur les questions des utopies. J'ai une utopithèque chez moi qui est assez remplie et fournie. Et donc, je collecte aussi toutes ces idées, toutes ces perspectives, parce qu'il y a pas mal d'experts, de penseurs qui ont aussi fait ce voyage utopiste, ça ne s'appelle pas forcément les 2030 Glorieuses, ça c'est sûr, mais qui nous projette à plus ou moins long terme. Et donc, j'ai collecté aussi un peu de ces idées-là qui, en général, et ça, je le découvre par la suite, ont trouvé forcément une concrétisation dans le présent. Donc, je les ai organisées. C'est très frustrant et ça a été très difficile pour moi comme exercice. Comme je vous disais, il y en a à peu près 5, 7, 10 par oracle et il y en a une dizaine en tout. Donc, j'en ai laissé beaucoup, beaucoup sur le côté et c'est à chaque fois très frustrant de dire, bon, regardez, il y a quelques alternatives que je vous présente, mais en fait, il y en a tellement que c'est aussi, moi, une de mes colères de me rendre compte à quel point nous, les Français, les citoyennes et citoyens, on a peu idée de tout ce qui existe parce que on se laisse aussi un peu endormir, si je peux le dire comme ça, par des médias qui se contentent de parler des trains qui arrivent en retard. En ce moment, c'est assez terrible de voir à quel point les faits divers s'enchaînent, alors que en fait, il y a des sujets qui sont très graves et qu'il faut adresser. Je pense notamment aux questions de biodiversité, etc., etc. Mais il y a aussi tout un tas de choses qui émergent et qui montrent que d'autres modes de vie marchent, d'autres relations vivantes fonctionnent, existent, sont en train d'être développées. Et ça, malheureusement, on le sait assez peu. Merci beaucoup, Julien. Merci pour tout ça. C'est vraiment, j'ai pas d'autres mots qu'enthousiasmant en tête. Ça donne envie. Donc, on reprendra le fil des questions puisque Stéphane est arrivé. Ah, super. Donc, bienvenue Stéphane Labranche. Bonjour, je suis désolé, en fait j'étais au boulot et le serveur a là, donc j'ai dû revenir, mais il n'y a pas de tram, ils sont en grève. Bon, vous êtes là, c'est l'essentiel. Je suis suant, mais c'est pas grave, je suis là. Je vais vous laisser une minute le temps de vous présenter. Donc, vous êtes sociologue, vous êtes un chercheur indépendant et un enseignant de Sciences Po Grenoble. Vous êtes aussi coordinateur scientifique du groupe international d'experts sur les changements de comportement et un passionné de la sociologie du climat en France. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on a pensé à vous dans l'équipe, c'est que vous vous intéressez aux mécanismes d'acceptation sociale qui conditionnent la réussite des politiques publiques, notamment en écologie, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup et toutes sortes de résistances, et donc vous pourrez nous en parler. Je commence peut-être par une petite anecdote. J'ai remarqué qu'au pied de vos courriels, il est écrit, alors pardon pour l'accent, we must learn to speak climate. Donc, une citation extraite de l'ouvrage Dune de Frank Herbert. Donc, nous devons apprendre à parler climat. Pourquoi ? Pourquoi j'ai ça? Pour plusieurs raisons. C'est parce que le climat, c'est quand même avec la biodiversité un des deux grands enjeux du 21e siècle. Et deux, parce que je pense que Dune est probablement, c'est le meilleur traité d'écologie politique jamais écrit de l'histoire. Mais en plus, c'est pas chiant à lire parce que c'est une aventure, c'est de la science-fiction. Et il y a une très, très grande profondeur de réflexion sur ce que c'est d'être humain dans un milieu environnemental, un milieu naturel, écologique. Donc,
C'est les interactions entre les deux qui, je trouve, sont très, très bien développées. C'est une des choses sur lesquelles je bosse moi aussi. Effectivement, je bosse sur les moteurs et les freins au changement de comportement dans un cadre de transition avec des politiques publiques et des choses comme ça. Mais une des choses aussi que j'ai fait, et ça, j'ai trouvé ça intéressant, c'est pour rejoindre la question des récits et des récits de la transition. C'est-à-dire que jusqu'en 2015, allez, jusqu'en 2018 même, j'avais commencé à remarquer quand même que quand on parle des récits écologiques, on n'en est que dans la catastrophe, en fait. On va tous mourir, mais psychologiquement et sociologiquement, ça me posait problème parce qu'en fait, les scénarios du GIEC, ceux de la biodiversité, nous disent tous que ce qu'il faut éviter, donc on veut éviter le cauchemar, on veut éviter le +3, on veut éviter ci, on veut éviter ça, ça ne dit pas vers quoi aller. Donc ça, c'était super important pour moi parce que psychologiquement, neurocognitivement, quand on est face à une catastrophe ou un problème qu'on ne sait pas résoudre, ben, en fait, c'est de l'angoisse, c'est du déni, c'est des stratégies de fuite, mais ce n'est pas de la construction de solutions pour beaucoup. Donc, comment on fait pour donner une image, une narration, un récit qui est alternatif, sans oublier qu'effectivement, si on fait rien, c'est la catastrophe, ça, c'est la base de départ, ce n'est pas le problème. Mais comment faire ensuite pour construire quelque chose de différent? Et donc, j'ai bossé pour un groupe d'entreprises qui s'appelle EPE, Entreprise pour l'environnement. J'ai bossé sur les scénarios de l'ADEME, mais territorialisés au niveau grenoblois. Et le problème avec la scénarisation, c'est que quand on regarde ce qui se passe en matière d'écologie et d'énergie, c'est souvent de la scénarisation soit climatique, c'est-à-dire +3 degrés est égal à tant de pluviométrie en plus ou en moins, etc., etc. Très bien. Mais si seulement, ça ne me dit pas comment je vais vivre, si je vais pouvoir prendre un bain ou une douche, ça ne dit rien. Ça, c'est une première chose. L'autre exercice de scénarisation qu'on a beaucoup fait, de modélisation, c'est grâce avec l'économie, quoi. Les prix de l'énergie augmentent. Si on augmente les prix de l'énergie carbone, donc les énergies renouvelables sont moins chères en comparaison, donc le marché va aller dans cette direction. Et encore une fois, pour avoir des effets réels sur les changements de pratique, il faut monter les prix de l'énergie carbone tellement élevés qu'on se retrouve avec une révolution. Et donc, il n'y avait pas beaucoup, en fait, d'exercices de prospective des modes de vie. C'est ça qui m'intéressait, moi. Comment écrire un scénario à 2050 qui serait, on a réussi sociétalement la transition écologique à la neutralité carbone et une biodiversité encore vivante, mais tout en restant le plus cohérent possible avec ce qu'on sait sociologiquement sur les freins et les obstacles. Non, pas tout le monde a envie de faire cette transition. Non, pas tout le monde. Nous ne sommes pas tous des Gandhi de l'écologie, tous végétariens avec une sobriété hyper maximale, et on ne vit même pas dans une société qui le permet pratiquement. Donc, j'ai essayé, et c'est un des problèmes, j'ai essayé d'être le plus réaliste en matière de freins et d'obstacles, tout en se disant, ben, on a réussi la transition. Donc, quels vont les freins et les obstacles de cette transition si on la réussit en 2050 par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui? Donc, ça, c'est des questions méthodo. Je ne rentrerai pas là-dedans, c'est un peu chiant. Mais tout ça pour dire qu'en sociologie, parfois, on a effectivement des données quantiques qui permettent de savoir, par exemple, le nombre de tonnes de viande consommées par année depuis des années. Très bien. Et on constate effectivement depuis 10 ans qu'une légère diminution constante dans le temps, c'est une tendance lourde, de la consommation de viande. Mais quand on demande aux gens s'ils mangent moins de viande, 35% de la population répond qu'ils sont flexitariens. Ce qui veut dire que dans ce que les gens pensent, ressentent, ils sont beaucoup plus végétariens ou en tout cas beaucoup moins carnivores qu'avant. Mais quand on regarde les statistiques de tonnes de viande consommée, achetée, il y a quand même un décalage entre les deux. C'est comme quand vous faites une enquête sur les déplacements et la mobilité, soudainement, les gens se déplacent beaucoup moins en voiture que ce qu'on est capable de compter dans la rue de manière objective. Ça renvoie en fait à des freins subjectifs. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas rentrer dans des transports en commun? Est-ce qu'il y a des freins qui sont tellement durs et tellement profonds que ça va être difficile de sortir de ça? Ou est-ce qu'il y a des freins sur lesquels on va pouvoir agir et finalement, ça peut passer? Il y a plusieurs types de freins. Le premier frein qu'on a remarqué, je raconte tout ça, mais c'est pour vous montrer comment on peut faire de la scénarisation, de la modélisation. Bon, la prospective des modes de vie, en prenant en compte ces freins, parce qu'elle devient, cette narration, si vous voulez, beaucoup plus réaliste.
une des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas les transports en commun, c'est la perception qu'ils ont que ça prend moins de temps qu'en voiture. Même si c'est vrai ou pas, on s'en fout en fait. C'est la perception qu'ils ont. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en termes de politique publique, on s'arrange pour qu'il y ait des bouchons sur les voies de voiture et pas de bouchons sur les voies réservées à des bus. Ça donne l'impression que la voiture est moins rapide que le bus et donc peut amener à un changement de mode de transport. Okay. Ça, c'est quelque chose qu'on peut ajuster, donc on commence à plutôt bien faire en matière de politique publique. Mais une des raisons de base pour lesquelles certaines personnes aiment beaucoup leur voiture, et on les appelle des automobilistes d'affinité, c'est la bulle. Ils sont dans leur bulle, ils sont tout seuls, ils sont tellement contents, et ça, c'est des citations, je suis content quand je suis dans un bouchon parce que ça me donne plus de temps avec moi-même avant d'aller au boulot. Et donc, cette bulle-là, ils ne peuvent pas la ressentir dans un bus pour qui ces gens-là se transportaient en bus, c'est du transport de bétail, c'est une citation là aussi. Et donc là, c'est tellement profond en fait comme frein, parce que c'est du ressort d'une représentation sociale, d'un imaginaire, que simplement offrir un service de bus, même s'il est plus rapide, ne suffira pas. Okay. Je vous donne un autre exemple. Un des gros enjeux qu'on a sur le passage vers la neutralité carbone, c'est la question de l'alimentation. Il va falloir manger 50% de moins, la moitié moins de viande en 2050 que ce qu'on en consomme maintenant. Ça a des effets sur la production agricole, bien entendu, et ça a des effets aussi sur le fait que qui veut se faire un barbecue qu'avec des légumes? Personne. On aime l'odeur du barbecue. Ah non, mais moi, je suis d'accord, je suis végétarien, donc moi, ça ne me pose pas de problème, je dis. Hein. Mais dans les représentations sociales, un barbecue, il y a de la viande dedans. Et ça va même plus loin que ça si vous regardez la pub. Vous regardez une pub pour une bière. Et là, il y a des gens dans le jardin, on vend de la bière, puis pourtant, il y a de la viande sur le barbecue, dans les images qu'on montre. Ça pourrait être autre chose. Donc, ça va quand même assez loin dans les imaginaires. Et donc, encore une fois, on n'est pas dans l'heure du cognitif. C'est un peu une des leçons de base de ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est un premier message, la plupart des freins et des obstacles et des moteurs pour le changement ne sont pas de l'ordre du cognitif. Ce n'est pas parce que je sais quelque chose que je change ou que je ne change pas. Et c'est beaucoup plus l'ordre du ressenti, des émotions, du plaisir, du dégoût et de toutes ces choses. Le cognitif, l'information scientifique nous donne une direction qu'on veut éviter, une direction éventuellement vers laquelle on peut aller, mais ce n'est pas le moteur. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, et ça aussi, on a tenté d'en prendre compte qu'on fait de la narration. Si vous faites une narration fondée uniquement sur il va faire bon vivre parce que le climat va être bon, parce qu'il va faire 2,50 de plus plutôt que 3, parce qu'il va y avoir de la biodiversité, en fait, vous parlez à peu de gens. Il y a peu de gens qui vont vous écouter, vous entendre. Parce qu'en fait, ça, je l'ai testé dans des dizaines d'enquêtes. J'ai testé la question suivante. Quelle est la place de l'environnement dans le processus de décision? Est-ce que le climat, la biodiversité sont des éléments de décision quand je décide d'acheter de la viande, quand je décide de faire une balade, quand je prends l'avion pour aller quelque part ou pas? En fait, non. Le fait d'en savoir beaucoup sur le climat et l'environnement peut m'amener à me sentir coupable de prendre l'avion, mais pour la plupart des gens, la majorité, ce n'est pas ça qui va les empêcher de vouloir aller en Thaïlande pour se faire 2 semaines de vacances. Et au quotidien, c'est pareil, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'environnement qui va m'amener à la connaissance sur l'environnement, ce n'est pas ça qui va m'amener à acheter moins de viande ou pas, c'est autre chose. Alors, quand on regarde des grandes enquêtes là-dessus, par exemple, sur la question de la viande, on se retrouve avec la première raison, c'est la santé. On ne veut pas se mettre des produits chimiques dans le corps en mangeant trop de viande. Ce n'est pas très bon pour les artères, ça peut occasionner des crises cardiaques, blablabla. Pendant longtemps, ensuite, il y avait la pollution, effectivement, de la nature qui était en deuxième lieu. Et en troisième lieu arrivait le traitement des animaux. La troisième motivation pour la diminution de la consommation de la viande est passée en numéro 2 depuis environ 2017-2018. Et donc là, on voit une éthique non humaine appliquée à des animaux comme motivation. Donc là, il y a quelque chose qui se passe quand même. Mais ce qu'on remarque, encore une fois, c'est plutôt les images chocs de L214, par exemple, qui ont un effet, non pas sur le cognitif, mais sur nos émotions, sur la manière dont les animaux sont traités. Et donc, en fait, il y a une des critiques qu'on peut faire à l'égard des campagnes de sensibilisation, c'est en fait de ne pas passer par les émotions suffisamment et de passer trop par le cognitif. 2, de passer trop par les questions environnementales et passer par tous les autres avantages et bénéfices qu'il peut y avoir.
Sur la question du vélo, je donne un exemple. Moi, je pense climat. Je mets du climat un peu partout sur tout ce que je fais. C'est ma grille de lecture de la réalité pratiquement. Mais quand je fais du vélo, je le fais. Et en fait, dans les statistiques, je suis compté comme quelqu'un d'écolo qui prend son vélo parce qu'il n'aimait pas de gaz à effet de serre. Et si vous me demandez à moi ma motivation pour faire du vélo, ça n'a rien à voir avec le climat. C'est entièrement le plaisir physique de faire du vélo. Climat ou pas, ça ne changera rien du tout. Et ce que je viens de dire, c'est important. Pourquoi? Parce que quand on fait de la communication, de la sensibilisation ou un accompagnement au changement de pratique et que vous utilisez l'argument climat, il n'est pas entendu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Je pense que l'argument climat doit être présenté pour expliquer pourquoi on fait une campagne de sensibilisation, d'accompagnement à la sobriété, notamment, là on commence à en parler beaucoup cet hiver. Il faut en parler pour dire pourquoi, mais ce n'est pas comme ça que vous arrivez à des changements de comportement. Il faut parler, là vous allez dire, ben, facture, le prix. Ben oui, non. C'est une autre chose, et ce qui veut dire que c'est important. Bien sûr que le prix a un effet, mais pas aussi grand qu'on voudrait le penser. Là, cet hiver, les gens vont avoir froid. La facture va arriver 4 mois plus tard. Quand j'ai froid maintenant, je monte le chauffage. Je paierai plus tard. Et c'est ce qui va se passer. Donc, le prix peut avoir un effet, mais il n'est pas direct et il n'est pas aussi important qu'on le pense. Dans toutes les études que j'ai montrées, le prix était à la hauteur de d'autres facteurs, à peu près à égalité, sur pourquoi je fais quelque chose ou pas. Donc, on a essayé de prendre en compte ces enjeux avec un autre élément que je pense qui est très important, c'est la question de la rénovation énergétique des bâtiments. Dans les scénarios de prospective, on doit arriver à un certain objectif en 2050 de rénovation énergétique des bâtiments. Et on s'est aperçu que s'il n'y avait pas un énorme effort et un vrai kickstart, une grosse poussée maintenant sur les 5 prochaines années à venir, si dans 5 ans on n'a pas atteint un objectif qui est raisonnable, on va rater après ça les 30 prochaines années qui vont venir. Donc, un truc super important à jouer. Donc, qu'est-ce que le gouvernement fait? Mettre plus d'argent dans les coffres pour des travaux de rénovation. Donc, les études montrent en fait que la question du coût n'est qu'un élément parmi d'autres qui fait que les copropriétaires particuliers vont refuser une rénovation énergétique. Une de celles-là, c'est parce que je suis dans une phase de vie où quand je suis en couple, je vis dans un 30 mètres carrés, ça va bien quand je suis étudiant, je commence à avoir un boulot, il y a de l'argent qui rentre, j'aimerais avoir un peu plus grand. Je peux acheter, mais si jamais j'ai un enfant qui arrive dans 30 mètres carrés, là c'est trop petit, je vais déménager. Autrement dit, je ne commencerai pas à dépenser 20 000 euros ou 15 000 euros sur une rénovation énergétique, sachant que dans 2 ans, je ne serai pas là. Si je suis à la retraite, pareil. Et ensuite, tous les propriétaires qui ne vivent pas sur place, où il y a les locataires. Donc là aussi, ça pose problème. Mais on est allé plus loin que ça dans les études. Il y a une étude qui montre qu'en fait, une grosse partie des projets de travaux de rénovation énergétique sont la décision prise de ne pas les faire avant même d'arriver à une évaluation des coûts et des retours sur investissement. Donc, le problème n'est pas le prix, parce que c'est avant que la décision est prise. Et en fait, c'est dans ce que les gens pensent, dans ce qui va être, justement, c'est la différence entre acceptable et désirable, oui. Ce qui n'est pas acceptable, c'est en fait, c'est le bruit qu'il va y avoir à l'extérieur de mon mur. C'est le bruit, c'est la gêne qu'il va y avoir pendant des mois. Je vais voir quelqu'un à l'extérieur de ma fenêtre en train de faire des travaux. Ça, déjà, c'est non. C'est les incertitudes quant à l'avenir, surtout en temps de crise. Donc oui, il est peut-être intelligent et stratégiquement et énergétiquement et financièrement de faire un investissement maintenant, sauf que l'investissement, si le retour est sur 10-12 ans, dans 10-12 ans, c'est tellement vague comme impact potentiel, ce qui va se passer, mon boulot, je vais peut-être monter, je vais peut-être vouloir aller déménager à l'extérieur de la ville. Il y a toutes ces questions qui se posent, qui font que si on ne prend pas ces éléments-là en compte, quand on veut faire de la prospective, en fait, on fait une prospective qui est basée sur de l'économie, sur combien ça coûte les retours sur investissement, et on tombe à côté de la plaque parce qu'en fait, les gens pensent à autre chose. Ils ont d'autres préoccupations dans la vie. Élodie, je ne t'entends pas. Oui, merci pour ces premiers éléments, Stéphane. Juste, je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous pourriez tous couper votre micro, sauf bien sûr vous, Stéphane, parce qu'il y a pas mal de parasites. Hein. Donc, s'il vous plaît, merci beaucoup. Donc, reprenons le fil de la conversation. Donc, vous nous avez parlé de beaucoup de choses qui finalement ne fonctionnaient pas très bien. Il y a des choses qui fonctionnent?
Si. Il y a des choses qui fonctionnent et j'y allais y arriver parce que justement, je déteste laisser mon auditoire avec une envie de suicide à la sortie de la conférence. Euh, il y a des choses qui fonctionnent. En matière de politique publique, de mobilité, on comprend de mieux en mieux comment faire de la pression sur la voiture en favorisant d'autres modes en même temps. Et on commence à comprendre comment faire cet équilibre entre je mets la pression ici, j'oblige là, mais cette obligation est accompagnée par l'opportunité et les capacités de le faire. Donc, quand on fait les deux en même temps, c'est là que ça fonctionne le mieux. D'autres choses, j'ai l'habitude de dire que plutôt que de faire une politique, un long discours sur le végétarisme, pourquoi c'est bon pour l'environnement, offrez un super bon bouquin, un livre de recettes de végétariennes. Vous invitez des copains à venir végétariens chez vous et vous faites une bonne bouffe. Et ça va être beaucoup plus convaincant que n'importe quel argument. Même chose pour les vélos. Quand on regarde pourquoi les vélos ne sont pas plus utilisés dans les villes, il y a tout d'abord la peur de l'accident. On a peur de se faire entrer dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire des pistes sécurisées, cyclables, tout simplement. Et ça marche. Le deuxième enjeu, c'est la peur de vol, de se faire voler son vélo. Donc, encore une fois, être capable d'avoir son vélo dans un endroit sécurisé quand on arrive sur place, surtout à domicile. Et trois, et là, c'est plus difficile à gérer, c'est toutes les côtes. Quand vous vivez à Lyon et que vous vivez en bas et que vous devez monter, etc., vous arrivez tout suant, mouillé et puant au boulot, ça ne donne pas envie. Il y a des villes qui encouragent les entreprises à avoir des douches sur place quand c'est possible pour que les gens puissent faire ça. Et donc, ça marche et c'est un peu plus compliqué. Ça, ce sont des choses sur la rénovation énergétique des bâtiments. Je peux vous dire qu'on ne sait pas trop comment améliorer l'accompagnement encore. Il y a des signaux faibles, mais on n'est pas très bon là-dessus, il faut le dire. On est franchement meilleur sur la question de la mobilité. En revanche, sur les écoquartiers, on a les techniques. On commence franchement à bien comprendre comment les construire avec des services multiples à portée de main. Il faut savoir que pour éviter la mobilité, des fois, il n'y a rien de mieux qu'un plus d'urbanisme intelligent plutôt qu'une politique de voirie. Vous faites un nouvel écoquartier ou un nouvel îlot, vous arrangez pour qu'il y ait des services de base. Je ne dois pas avoir à faire plus de 300 mètres pour aller chercher une baguette, par exemple. Dans un nouveau écoquartier, il faut avoir tous les services dentistes, la garderie pour les enfants, une salle de sport, des choses comme ça, qui vont réduire la mobilité parce qu'en fait, c'est sur place et je n'ai qu'à me déplacer. Juste comme un exemple, je gère une salle de sport et quand je demande aux gens pourquoi ils se joignent à ma salle de sport, la première raison, c'est je suis à côté. Ce n'est pas le choix de la salle de sport en soi, c'est vraiment parce qu'en fait, ils arrivent, ils changent, ils arrivent. C'est vraiment très, très simple pour eux. Ils sont en moins de 200 mètres pour beaucoup d'entre eux. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi dans des enquêtes générales. Sur la question de la production d'énergie renouvelable, parce qu'on est plus dans la sobriété, mais dans la production, vous connaissez tous les mouvements anti-éoliens, il y en a un peu partout, mais ils ne sont pas partout non plus. Il y a des endroits qui acceptent très bien l'éolienne. Là-dessus, sur ce qu'on commence à travailler, c'est sur les questions de production d'énergie renouvelable par des citoyens. Donc, du photovoltaïque, avec des associations comme l'énergie citoyenne ou des choses comme ça, qui le font. On a fait une enquête, c'était assez intéressant pour essayer de comprendre pourquoi il y avait des bénévoles dans cette production d'énergie. Ce qui est intéressant, c'était qu'en fait, c'était une manière de mettre en œuvre une nouvelle forme de citoyenneté, de trouver du sens. On fait du boulot, on aime peut-être notre boulot, mais il manque un truc, quoi. C'est quoi la signification de ce que je fais au boulot, même si j'aime mon boulot? Et donc, de rentrer des bénévoles là-dedans, c'est une manière de participer à la transition écologique et de le faire de manière citoyenne collectivement. Et ça intéresse beaucoup les gens aussi. Et donc, encore là, vous voyez, quand on regarde a priori un projet de photovoltaïque, on se dit c'est de la transition écologique et donc c'est une bande d'écolos qui sont derrière ça. Eh bien non, même nous, on était surpris pour dire oui, bien entendu, ils comprennent l'argument écologique derrière, ce n'est pas le problème. Mais leur motivation première, elle n'est pas là. Leur motivation première, c'est le sens que l'on donne à ces activités et le sens collectif, c'est-à-dire on fait quelque chose de nouveau, un nouveau projet avec d'autres personnes citoyennes comme nous. C'est ça qui les intéresse plus que l'environnement encore. L'environnement, ce n'est pas un plus, je dirais, mais ce n'est pas une motivation principale. Ce qui veut dire, encore une fois, que pour les accompagner, il faut peut-être parler d'environnement, mais il faut peut-être parler aussi de
d'action collective citoyenne. Mais merci beaucoup, Stéphane Labranche. Je pense que cette dernière phrase parle à beaucoup d'entre nous. Eh bien, écoutez, je vous propose de redémarrer le temps des questions. Jusqu'à 2 minutes avant 14 heures, je me garde les 2 dernières minutes. Il y aura une surprise. Céline, je te passe la parole pour relayer les questions. Oui, vous m'entendez? Oui. Je ne vous vois plus parce que je suis sur mon téléphone en fait. Donc C'est un bon peu pour moi, je compliqué. vois, je vous entends. Ok. J'ai vu plusieurs questions. J'en avais une, mais Christine a un petit peu répondu. C'est vrai qu'on se pose la question de comment travailler les émotions, comment jouer sur les émotions quand on a des gens qui sont de plus en plus coupés de la nature, de ce qui se passe et qui ne voient pas très bien en fait forcément le lien entre ce qui se passe dans leur quotidien et puis ce qu'il advient sur l'ensemble d'un territoire. Donc voilà, la question c'est comment on travaille, comment on joue sur les émotions et puis comment on amène à ce que ça fasse sens et ça permette de se poser les bonnes questions. J'aurais 2 éléments de réponse. Tout d'abord, des études en éducation relative à l'environnement, ERE, qui montrent que le contact avec la nature chez les enfants peut avoir des effets ensuite presque permanents à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'on a tendance à avoir des gens qui ont des valeurs environnementales plus importantes parce qu'ils ont une approche sensible à la nature qu'ils ont découvert à l'enfance, qu'ils ont développé à l'enfance. Donc déjà, ce n'est pas une solution à court terme, vous allez me dire, et vous avez raison, mais il y a quelque chose là sur le contact avec la nature en direct. Encore là, si vous faites une classe de sciences, vie, nature, machin chouette, hyper cognitive sur l'importance de la biodiversité, et vous n'êtes pas foutu de faire goûter des fruits ou de faire pousser et sortir des fleurs à des enfants, je ne suis pas sûr que ça aille très loin. Et je pense que pour moi, c'est un des avantages de la nature en ville. On parle souvent de jardinage en ville, de la nature en ville, et certaines personnes vont dire « Oui, mais bon, ce n'est pas avec ça qu'on va réduire ou qu'on va augmenter l'autonomie alimentaire d'une ville. » Mais pour moi, l'effet le plus important, il n'est pas sur la question alimentaire. Il est sur la question qu'au moins, certaines personnes savent comment on pousse une tomate et sont capables de goûter une tomate qui était sur le pied il y a 2 minutes, ce qui n'a rien à voir avec la tomate qu'on achète dans les grandes surfaces. Et ça peut faire une différence. C'est plus ce contact avec la nature, la sensibilité à la nature qui est pour moi importante, qui est un effet qui n'était pas un effet attendu ni premier d'ailleurs des premières activités d'agriculture en ville, mais qui, je pense, est important. On parle encore aujourd'hui de nature en ville pour diminuer les effets d'îlots de chaleur. Oui, c'est vrai, mais peut-être que plus d'arbres en ville vont amener à plus de contact. Mais moi, je suis plutôt partisan, peut-être parce que je suis gourmand un peu, mais je suis plutôt partisan pour mettre des arbres fruitiers que les gens vont pouvoir bouffer, notamment les enfants. J'ai déjà assisté dans des collèges à des gros projets d'éducation relative à l'environnement où les enfants avaient planté des pommiers, des poiriers, des pruniers, des choses comme ça. Et donc, ces arbres, on doit en prendre soin. On les voit grandir d'année en année. Et un jour, dans 3, 4, 5, 6 ans, les enfants de cette génération-là vont commencer à les bouffer. Et donc, ça fait partie d'une stratégie à long terme qui fait que là, on travaille effectivement plus sur le côté des émotions, du goût, de la gourmandise, de la découverte, de l'esthétique, des fleurs et tout ça, qui font qu'éventuellement, ça pourra avoir un impact, je pense, même peut-être plus grand qu'un énième discours sur l'importance de l'abeille dans la diversité. Il y avait une question, je rebondis, merci pour ces éléments de réponse. Et c'est vrai, je la rejoins aussi sur le fait qu'effectivement, parfois, on est surpris aussi que dans les milieux ruraux, en fait, les personnes qui vivent dans ces milieux-là rejettent parfois la transition comme une question en fait de bobo des villes. Ouais. Et parfois, ils n'ont pas tort du tout parce qu'au final, eux, ils vont avoir du mal à se séparer de leur voiture. Ils ont un mode de vie qui, pour certains en tout cas, va nous paraître pour des citoyens des villes peu désirable, mais pour lequel en fait ils n'ont pas trop d'alternatives et ils se sentent souvent un peu dévalorisés et peu considérés. Et je pense qu'effectivement c'est une vraie question parce qu'il y a cette question de l'acceptabilité sociale
et le fait de ne pas rejeter des personnes qui n'ont pas forcément ni les moyens financiers ni intellectuels de revoir la façon dont ils vivent leur quotidien. Ouais, en fait, je suis d'accord. C'est vrai que l'essentiel des études et des politiques publiques a été mis je vais dire, en direction des villes. Moi, je suis plutôt partisan pour dire que les politiques publiques de mobilité de la ville ne s'appliquent pas et ne doivent pas s'appliquer au milieu rural. On ne doit pas mettre la pression sur la voiture comme on le fait en ville. Vous allez tuer les villages et vous le faites, c'est pas compliqué pour moi. Il y a d'autres choses sur lesquelles on peut bosser. On peut travailler sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur la production de NR et tout. En ce qui concerne la dévalorisation, là aussi, je suis d'accord. Mais au-delà pas des compétences, mais des capacités financières intellectuelles, il y a aussi les capacités infrastructurelles. En ville, c'est facile de prendre le tram. Il y a un tram, il y a des bus. Là, mais pas en campagne. Bon, c'est pas compliqué, hein? Et donc, il n'y a pas que ça, en fait. C'est tout un système. Et là où je peux faire une critique à l'égard des recherches sur les questions de transition, c'est qu'ils tendent trop à séparer, à se focaliser sur la ville, à laisser de côté la question de la campagne, sauf pour ce qui est de la production agricole, avec des associations comme Solagro qui font beaucoup de boulot sur ces questions-là. Mais encore une fois, sur la dévalorisation, dernier mot là-dessus. En ce qui me concerne, les producteurs agricoles, surtout ceux qui vont dans la transition, devraient être vachement mieux payés pour le travail qu'ils font. On est d'accord avec ça, je crois. Je ne sais pas si on a écoulé le temps de parole ou s'il y a d'autres questions. On peut prendre une dernière question, peut-être une personne qui demande si des communications qui seraient plus sensibles, donc elle utilise le terme émotionnel, ne risquent pas d'être prises pour de la manipulation. Alors, pour moi, ce n'est pas un gros problème parce que de toute façon, les campagnes de sensibilisation telles qu'on les conçoit maintenant et qui parlent surtout au cognitif sont déjà de toute manière interprétées comme étant de la culpabilisation. Donc, ça, c'est la première chose. Mais peut-être que quand on va dans un registre émotionnel, il serait important aussi de susciter des émotions positives à l'égard de la nature. J'ai participé à une publication là-dessus dans une bonne revue mondiale sur ces questions-là. Et il y a quand même on sait que associer une émotion positive à la nature a un effet réel sur la tendance des gens à vouloir ensuite protéger la nature. Ça, on le sait. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Donc, pour moi, il manque dans la science encore, sciences du comportement, mais les sciences environnementales et les liens entre les deux, il manque encore des connaissances, une profondeur de connaissances quant aux conditions qui fait que dans certains cas, c'est effectivement le cas, mais dans d'autres, non, on s'en fout. Qu'est-ce qui manque là-dedans? Donc, le jeu sur les connaissances n'est peut-être pas suffisant. Les connaissances sur les réactions émotionnelles semblent expliquer plus, mais peut-être que aussi la capacité à mettre en œuvre ce qu'on ressent est un enjeu. Je me demande, ça c'est une question que je me pose beaucoup fait des entretiens dernièrement dans les médias sur l'action radicale écologiste qu'on voit un peu partout. Et moi, une des questions que je me pose et que j'ai posées à des étudiants de Sciences Po depuis quelques années aussi, c'est la question suivante. Ils ressentent une sensibilité à la nature qui est très grande, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Et donc, ils sont désemparés. Et d'autant plus désemparés qui ressentent émotionnellement des angoisses quant à la nature et à l'avenir et qui se sentent en fait dans l'incapacité d'y faire quoi que ce soit. Et ça, c'est hyper mauvais psychologiquement. Ça, c'est l'éco-anxiété, mais voilà, la définition de l'éco-anxiété, elle est pratiquement là. C'est ce ressenti et l'incapacité ou la perception d'incapacité de faire quelque chose. Et je voudrais revenir au dernier truc dans le chat, là. Responsabiliser devrait être déconnecté du culpabiliser. J'en suis parfaitement conscient. C'est vraiment vrai. Sauf que j'ai remarqué aussi dans certaines études et dans les conférences publiques que je fais que simplement tenter de responsabiliser peut être interprété comme culpabiliser derrière. Et je ne sais pas comment faire, en fait, pour vous dire en toute franchise, je ne sais pas comment tenter de responsabiliser des gens sans que ce soit perçu par certains, en tout cas. Il y en a qui le prennent bien, ils comprennent la différence, mais il y en a d'autres qui se sentent coupables. Et donc, mais ça, c'est du travail de communication non violente, justement, et sur lequel on doit franchement mieux bosser, ça c'est clair.
Très bien, merci beaucoup. Merci Stéphane, merci Julien pour vos apports et pour les réponses que vous nous avez apportées. Alors, les 2 petites minutes pour terminer, au-delà des remerciements, c'est pour 2 choses. La première, c'est pour vous inviter à... Pardon, il me pose une question. Hop, j'y vais. Pardon, je veux partager avec vous quelque chose, mais il ne veut pas. Bon. Non. Ah si, ça y est, ça arrive, excusez-moi. Voilà, je vous partage avec vous un tableau blanc sur lequel vous allez pouvoir vous exprimer. Il y a 2 choses qui nous intéressent. C'est ce que vous allez faire maintenant que voilà, vous avez quelques outils en main, quelques clés. Qu'est-ce que ça vous inspire pour faire quelque chose maintenant, peut-être, dans votre travail? Et puis une petite évaluation. Donc, on n'est pas obligé de mettre des post-it partout, mais ça nous intéresse de savoir ce que vous avez aimé, ce qui vous a manqué, ce qui vous a moins plu, et puis peut-être d'autres choses que vous aimeriez dire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce format, pour attraper un post-it, il faut cliquer sur, donc vous avez une petite barre d'outils sur la gauche, et au milieu, vous avez pense-bête, vous cliquez dessus, et vous avez un post-it qui apparaît, et vous pouvez écrire ce que vous avez à dire dedans. Voilà. Et pendant que vous faites ça, je vais mettre dans la discussion un lien vers un Padlet. Un Padlet, c'est un autre tableau avec plein d'outils. Parce que oui, il y a des dizaines d'outils super intéressants pour travailler sur la transition écologique et sur les récits. Donc sur ce Padlet, vous retrouverez notamment des ressources de nos 2 intervenants et beaucoup d'autres. Et vous retrouverez aussi, donc le temps qu'on les fasse et qu'on les mette dessus, les replays des 3 webinaires à venir. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup, donc Julien et Stéphane, de nous d'avoir pris du temps bénévolement, hein, je tiens à le dire, pour partager vos travaux et votre enthousiasme pour cette cause. Et puis, bah, écoutez, alors et puis je vous remercie encore et je vous donne rendez-vous si vous avez le temps de le faire au prochain webinaire. Le suivant, c'est lundi prochain, à la même heure, sur les scénarios. Donc là, on vous parlera de différents scénarios qui ont été écrits et on vous les présentera. Et puis, le 22 novembre, vous aurez le témoignage de ce qu'a fait la communauté d'agglomération de La Rochelle à partir d'un scénario. Et je pense que ce sera assez intéressant de voir comment concrètement une collectivité s'est emparée du sujet. Voilà. Donc, je vais le mettre dans le clavardage, je viens vers le Padlet. Et puis, de toute façon, si vous ne l'avez pas attrapé, je vous l'enverrai par mail, hein, comme ça, vous l'aurez. Alors, je me rends compte que je ne peux pas faire les 2 à la fois. Donc, je vous l'enverrai par mail, le lien vers le Padlet. Non. Merci Elodie, merci tout le monde. Bon, ben, Merci merci à à tous. Merci. Désolé, Julien, d'avoir raté. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à tous. Ouais, ça. Je savais qu'il pensait faire frais. Mais sérieux, quand on pouvait sortir, on s'était baladé. Et puis c'est beau, il y a personne. Ouais, franchement, il y a un truc super beau. Hop. Des petits commerces, Ça va, Céline? de l'activité. Oui, Bon. ça s'est très bien passé, je pense. Bah écoute, il y a eu quelques couacs, mais bon, rien de grave. Je m'en suis pas rendu compte. Il y a mon chien qui a aboyé juste au moment où je devais présenter Julien. Mon ordi. Attends, j'ai éteint l'enregistrement.